donc un des experts, c'est de passer par une combe, vous savez les combes, c'est ces espèces de vallées qui sont entre deux crêtes, par une piste qu'il sait être potentiellement dangereuse, il la connaît, il sait qu'elle est dangereuse, et il décide de passer par cette piste. Bon, alors vu de l'extérieur, on se dit, bon, il y a un problème, il fait un choix qui est clairement dangereux, etc. À ce moment-là, ce matin-là, à partir de 2200 mètres, il y a un fort taux de possibilité d'avalanche. En plus de ça, ils sont sur un angle convexe, sur une pente convexe avec un angle à 30 degrés. C'est-à-dire, c'est la perfection pour avoir une avalanche. Mais ils y vont. Alors, le résultat, c'est que Philippe va être emporté par une avalanche et va être retrouvé 300 mètres plus loin, va devoir être héliporté. Pourtant, c'était un expert de la haute montagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la prise de décision qui a pu mener à une telle conséquence? Eh bien, en fait, quand Philippe a eu cette idée, il l'a émis auprès du groupe. Il leur a dit, je pense qu'on devrait passer par cette piste-là. Et à ce moment-là, on a quelqu'un dans le groupe, Marc, qui pense franchement que c'est pas une bonne idée. Mais il ne le dit pas. C'est-à-dire qu'il ne communique pas sur le fait qu'il pense que c'est une mauvaise idée. Et au même moment, Anne-Marie, elle a vu clairement que sur la corniche au-dessus du pont, sur la corniche, il y a un dépôt de neige, et donc il y a un risque d'avalanche. Mais elle ne dit rien non plus. Pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle pense que tout le monde l'a vu. Quant aux novices, eux, ils se disent, bon, bah, c'est les experts, ils savent ce qu'ils font. Donc on les suit, il n'y a pas de souci. Il reste Pascal. Pascal ne se prononce pas. Pascal ne dit rien du tout pendant tout le monde. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans cet exemple, qui donc a mené à très franchement une mauvaise décision? La première chose, je crois, qui est vraiment dans l'essence même des décisions qu'on prend en groupe, c'est la communication silencieuse. Souvent, quand on prend une décision en groupe, on ne communique pas assez. En fait, on part du principe que les autres savent. Un peu comme Anne-Marie qui se dit, c'est bon, les autres savent qu'il y a un dépôt de neige. La communication silencieuse, c'est un désastre. C'est un désastre parce que c'est comme ça qu'on se rend compte que quand on prend une décision en groupe, les désaccords ne s'affichent pas, et puis plus tard, quand la décision n'a pas fonctionné, d'un coup, les désaccords s'affichent. Ah ben je le pensais, mais je ne l'ai pas dit. On a retrouvé ça même dans des épisodes emblématiques de l'histoire. Je pense par exemple la baie des cochons, je pense la crise des fusées. À chaque fois, il y a des acteurs majeurs qui ne se sont pas exprimés, qui n'ont rien dit alors qu'ils étaient en désaccord. Parce qu'ils supposaient que les autres comprenaient déjà d'office leur position, et voire même y avaient pensé. Et c'est une erreur énorme. Ça me rappelle un exemple que je donne souvent à l'IFCS, c'est la règle de croisement des bateaux. C'est quand deux bateaux se croisent dans l'eau, ils doivent se croiser bâbord-bâbord, systématiquement. Sauf qu'en pleine mer, des fois ça n'a pas de sens, parce qu'ils sont tellement loin de l'autre qu'il n'y a aucun souci. Sauf qu'un des bateaux se dit, ah ben non, il faut appliquer la règle, bâbord-bâbord. Donc il va se déporter pour aller passer bâbord-bâbord par rapport à l'autre bateau. Mais il ne va pas le dire, parce qu'il va se dire, bah, c'est logique, on doit se croiser bâbord-bâbord. Sauf que l'autre bateau, lui, c'est pas du tout dit ça. Et il se trouve qu'on a un nombre effroyable de collisions navales qui sont dues justement à cette règle de bâbord-bâbord bêtement appliquée à partir d'une communication silencieuse. C'est bon, ils vont le faire. Ils ont compris ce que je vais faire, ils ont compris ce que je vais décider. Ben non. Et ça veut dire qu'il y a des procédures toutes bêtes à mettre en place, comme par exemple, j'y reviendrai, avoir des avocats du diable. Vous avez toujours dans vos subordonnés quelqu'un qui a l'esprit de contradiction. Ben, autant qu'il serve à quelque chose. Et qui devienne justement l'avocat du diable. En fait, il faudrait avoir un avocat du diable. Et c'est pas juste quelque chose de temps en temps comme ça. Non, il faudrait avoir quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on prend des grandes décisions dans certains comités exécutifs. Quand il y a des millions qui sont en jeu, je peux vous assurer qu'ils ont des avocats du diable. Ils ont des avocats du diable qui sont juste chargés de faire la contradictoire. Ou des choses toutes bêtes. Par exemple, inciter les gens à exprimer leur désaccord. Ce qu'on fait rarement en fait. Par exemple, il y a des choses qui nous paraissent tout à fait formelles. Moi je le sais, je vois ça par exemple dans les conseils de classe au lycée. Le tour de table. On le passe le tour de table. Parce que ça va plus vite. Mais sauf que c'est typiquement dans le tour de table que s'expriment des désaccords parfois. Qui sinon n'apparaîtront pas. Et après il y a tellement d'effets de groupe qui rentrent en jeu, dont je parlerai pas ce soir, mais il y a tellement d'effets de groupe qu'au bout du compte les désaccords s'exprimeront jamais. Les désaccords sont durs à exprimer. Pour une raison très simple, c'est un mécanisme que les sociologues ont mis en évidence, c'est ce qu'on appelle le groupthink, c'est le fait que les gens veulent toujours, au bout du compte, privilégier l'harmonie et l'équilibre du groupe. Et pour ça, eh bien, ils vont éviter d'exprimer leurs désaccords et ils vont éviter de créer des conflits internes. Juste pour préserver le groupe.
Et du coup, le résultat de ça, c'est que les désaccords ne s'expriment jamais. Donc comme je dis, il faut, c'est ce que conseille Christian Morel d'ailleurs, il dit en fait dans tous les processus de décision, il faudrait fixer un avocat du diable. Quelqu'un qui donne la contradictoire et inciter les gens à exprimer leur avis. Mais il y a un autre phénomène qui est étrange dans l'histoire de la randonnée en haute montagne, c'est qu'en fait, si on découpe le groupe par binôme, personne n'aurait pris cette décision. Personne n'aurait pris la décision de Philippe. En fait, la décision de Philippe, c'est la décision d'un seul expert. De quelqu'un qui s'est affiché comme le chef, alors qu'il n'était pas en fait, pour le coup c'était Anne-Marie qui était le chef, mais il s'est affiché comme le chef et il a pris une décision au nom de son expertise. Et tout le monde a suivi. Et ça soulève vraiment, je crois, un phénomène qui est passionnant, qui est ce qu'on appelle les contraintes hiérarchiques subordonnées. C'est le fait que plus il y a de hiérarchie, plus la décision est mauvaise. Un petit exemple, alors au hasard, vraiment au hasard, dans un cockpit d'avion. Dans un cockpit d'avion, on s'est rendu compte que 3/4 des accidents d'avion survenaient quand le pilote en fonction était le commandant de bord. Alors on s'est demandé pourquoi, évidemment, au début on a cru que c'était un simple hasard statistique, jusqu'à ce qu'on étudie les boîtes noires et on se rend compte de la chose suivante, ou même de n'importe quel vol, quand c'est le commandant de bord qui est pilote en fonction, le cockpit est plus silencieux. Pourquoi? Parce que le subordonné, l'autre pilote, n'ose pas l'ouvrir. Il n'ose rien dire. Et comme il n'ose rien dire, parce que c'est le chef, eh bien, on a des catastrophes aériennes. Et un bon exemple de ça, c'est Korean Airlines. Alors ça a changé, je vous rassure. Mais Korean Airlines, des années 60 aux années 90, détiennent le record absolu d'accidents dans l'aviation civile. Et quand on regardait ce qui se passait dans le cockpit, on comprenait rapidement pourquoi. La hiérarchie était trop forte dans le cockpit. Il y avait déjà la hiérarchie du grade. À ça se rajoutait la hiérarchie de l'âge. C'était une compagnie coréenne, donc il y avait des codes aussi culturels. Et donc ça donnait lieu à des choses complètement étranges. Et il y avait même la hiérarchie en fonction de la nationalité. Ce qui fait que parfois, un commandant de bord donnait un ordre à un subordonné, et le subordonné regardait le commandant de bord, se retournait vers le mécanicien qui lui était bien coréen, et demandait s'il devait suivre l'avis du commandant de bord qui lui n'était pas coréen. Donc on comprend évidemment, alors ça a changé dans les années 2000, il y a eu un changement de PDG, de ligne directrice, et donc ils n'ont plus écrasé d'avion, tout va bien. C'est un très bon exemple, où j'en suis, c'est un très bon exemple de ce qu'on appelle communément, et ça je crois que c'est très intéressant, c'est la hiérarchie restreinte impliquée. L'idée de la hiérarchie restreinte impliquée, c'est l'idée que dans les processus décisionnels, c'est pas là qu'on doit exercer son pouvoir. Au contraire, c'est peut-être là qu'on doit plus coordonner et non pas être quelqu'un qui impose une décision, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que les endroits qui sont les plus fortement hiérarchiques l'ont compris avant tout le monde. Dans un sous-marin nucléaire, on enlève son grade. Quand on est dans la salle où on prend les grandes décisions, on enlève son grade. Le sous-marin nucléaire, c'est l'endroit, c'est probablement le milieu le plus sûr au monde. Puisqu'on se balade avec des têtes nucléaires, on n'a jamais eu un seul accident. En tout cas, avec la marine française, il n'y a jamais eu de souci. Donc c'est vraiment de la haute fiabilité, et ils l'ont compris, en appliquant la hiérarchie restreinte impliquée. C'est-à-dire en ne mettant pas systématiquement les grades en ligne de compte pour prendre les décisions. Alors ça c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça veut dire que la bonne décision, elle se prend dans la collégialité, et qu'il faut peut-être faire taire les symboles du pouvoir dans ce moment-là. Alors pour faire quoi? Ça c'est une bonne question, j'essaie d'y revenir. Mais peut-être que le rôle du chef à ce moment-là, c'est plutôt de faire exister une mentalité commune. Plutôt que d'être quelqu'un qui impose, peut-être qu'il devrait être celui qui fait exister une mentalité commune. En tout cas, c'est comme ça qu'il le pense dans l'armée française et dans l'armée anglaise. Il pense que c'est le rôle du chef à ce moment-là. Et un dernier point aussi qui est très intéressant, il faut que j'arrête de dire très intéressant, un dernier point concernant la randonnée en haute montagne, c'est qu'on a eu un phénomène qu'on appelle l'illusion de l'unanimité. On a eu l'impression que tout le monde était d'accord quand on a pris la décision. Et ça, c'est peut-être le souci. Quand vous avez l'impression que tout le monde est d'accord, c'est que tout le monde n'est pas d'accord.
J'ai lu quelque part, j'avais trouvé ça assez marrant, dans le droit pénal talmudique, on a 23 juges qui doivent prendre une décision. Quand il y a unanimité, le coupable est relaxé. Parce qu'on part du principe, alors ils doivent rendre un jugement, ils ont la nuit pour y penser, et ils prennent la décision définitive le lendemain matin. D'ailleurs, Simoni remarque que tous les grands chefs d'entreprise prennent les décisions le matin, les décisions importantes. Donc on pense que les juges ont eu la nuit pour penser, et s'il y a unanimité, on part du principe c'est qu'il n'y a pas eu la contradictoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'élément fondamental du droit, à savoir la contradictoire. Donc dans le cas, ce qu'on voit dans le cas de nos randonneurs en montagne, on voit qu'il y a eu intoxication mutuelle, pour le coup, ils se sont tous intoxiqués en ne communiquant pas correctement, avec peut-être une hiérarchie trop forte, et ils n'ont pas appliqué quelques processus qui leur auraient bien servi, comme le fait d'être l'avocat du diable, d'avoir un avocat du diable, et ainsi de suite. Et c'est ce qui m'amène à quelque chose d'intéressant, décidément, c'est le fait que ici on a un groupe qui a pris une décision sans processus, on voit leurs erreurs, c'est un peu tard, il y a eu un accident, donc on voit leurs erreurs. Et la question c'est à côté de combien d'erreurs vont passer tous les jours, parce qu'il n'y a pas de rapport concernant ces erreurs. Et pourquoi il n'y a pas de rapport concernant les erreurs? Pourquoi quand quelqu'un fait une erreur, le réflexe c'est de cacher cette erreur, plutôt que de la montrer et éventuellement qu'elle serve à quelque chose? Tout simplement parce que l'erreur est punie. Alors attention, il y a des erreurs qui doivent être punies. Si on fait quelque chose par intérêt personnel, si on fait un acte de négligence, etc. Mais on sait bien qu'il y a des erreurs qui sortent de ce modèle-là. Parfois on fait des erreurs et on ne les communique pas. Alors que si elles étaient communiquées, elles pourraient franchement servir. Et c'est pour ça que je voudrais parler de la politique de non-punition de l'erreur. Qui est quelque chose, je crois, vraiment, peut-être la plus essentielle ce soir dont je vais parler. Je vous ai mis quelques photos au-dessus. Je me rends compte vraiment, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais fait une fixation sur les avions en préparant l'intervention, et là d'un coup ça m'apparaît vraiment, j'ai un problème avec les avions en ce moment. Alors je vous ai mis quelques photos pour vous parler de ça, parce que je trouve que ça illustre parfaitement ce dont je vais vous parler. Je vous ai mis un avion de Thun Inter au-dessus de moi, en 2005 il s'est passé quelque chose d'incroyable dans l'aviation Thun Inter, puisque deux pilotes décollent de Palerme, arrivent au large de la Sicile, et une fois arrivés au large de la Sicile, les moteurs s'éteignent. Les deux moteurs. Les pilotes essaient de relancer les moteurs et ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est bien normal. Pourquoi? Parce que tout simplement le constructeur a monté une jauge d'essence d'un ATR 42, un petit avion, sur un ATR 72. Donc ils n'ont pas la bonne jauge. Ils n'ont pas la bonne jauge sur l'avion. Donc c'est normal, les pilotes, pour eux, il y a encore de l'essence dans l'avion. Ils ne peuvent pas comprendre qu'il n'y a plus d'essence. Comme ils n'arrivent pas à envoyer les moteurs, au bout d'un moment, ils prennent une décision, l'amérissage. L'amérissage, ça se passe toujours mal. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent envisager à ce moment-là. Donc ils font une procédure d'amérissage, et sur les 42 personnes à bord, 16 vont mourir. Ils vont être jugés par le tribunal pénal de Palerme, et ils vont être condamnés à 10 ans de prison. Et le constructeur, lui, franco-italien, va être relaxé. À la sortie du procès, les familles sautent de joie. Il y a même des gens qui déclarent « j'avais envie d'embrasser le juge ». On sait tous que c'est aberrant. Qu'est-ce qu'on a reproché aux pilotes? De ne pas avoir mis en place une procédure de planage. De ne pas avoir fait planer l'avion jusqu'à Palerme. Sauf que tous les pilotes savent très bien que ça ne marche pas. En théorie, le planage, oui, mais pas toujours. Et c'est très théorique, le planage. Et du coup, on a condamné ces hommes à 10 ans de prison. Donc à l'heure où je vous parle, ils sont en prison. Et tous les pilotes pensent que c'est une aberration. Et je vous ai mis volontairement un autre vol au-dessus. Vous le connaissez, il y a un film qui sort cette semaine dessus. C'est le vol 1549, conduit par Sullenberger. C'est le fameux pilote qui, après 5 minutes de vol, a pris des bernages dans le moteur et donc a dû poser l'avion sur l'Hudson River. Il a pris la décision de poser l'avion sur l'Hudson River. Lui, il est arrivé. Il y avait 150 passagers à bord, tout le monde a été sauvé.
Mais tous les pilotes savent très bien qu'il y a un facteur chance absolument décisif dans cette histoire.